Et bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour le commencement de la nouvelle saison NFL de 2026 et pour ces previews aussi. Et avec moi, j'ai mon acolyte de toujours, Tristan. J'espère que tu vas bien. Ah, ça fait plaisir ce que tu me dis là. C'est des mots qui sonnent très très doux à mes oreilles. Ça Reprise faisait de la saison longtemps, hein? NFL, ouais, preview. Que dire? On est en août, ça y est. Et du coup, là, je crois que le coup d'envoi de la saison, il est dans un tout petit peu plus d'un mois. On va avoir un peu la pré-saison, un petit peu Hard Knocks, moi, pour Seattle, à se mettre sous la dent. Mais voilà, c'est le dernier mois avant la reprise du foot. Et ça fait plaisir. Donc, ouais, on va se faire 8 épisodes comme l'année dernière, un peu le même format, avec une division à chaque fois. On balaye l'intersaison des 4 équipes de la division. On revient un petit peu sur la free agency, sur la draft et sur le coaching staff aussi, s'il y a eu des changements. Et voilà, on essaye de prédire un peu quels sont les objectifs de chaque équipe de façon à peu près réaliste et quelles équipes on attend au tournant, quelles équipes on s'attend à voir en playoff, etc. Donc voilà, si ça vous Voilà. intéresse, Non, mais, non, mais, bienvenue. c'est- non, mais tu as tout dit. C'est qui dit août dit forcément nouvelle saison NFL et qui dit forcément aussi preview. Voilà, preview. Aujourd'hui, nous allons attaquer la AFC West. Euh, une division plutôt pas mal, j'ai envie de dire, avec un calendrier qui croise avec la NFC West, donc contre ton équipe, Tristan, voilà. Je suis pas le seul représentant de la NFC West, mais c'est vrai que quand on a gagné le Super Bowl, l'intersaison paraît tout de suite moins longue, bizarrement. Je me suis pas fait chier, c'était bien. Voilà, que dire. Tu m'étonnes. Ben, je te propose qu'on attaque directement avec les quatrièmes, qu'on fasse le classement à l'envers, donc les quatrièmes de la AFC West, enfin, lors de la saison 2025, les Las Vegas Raiders. Et il me semble que tu es un peu familier avec les Las Vegas Raiders dû à l'arrivée d'un nouveau coach dans Et ce. même le départ d'un ancien aussi, hein. Franchement, il y a eu pas mal de liens entre Seattle et Las Vegas pendant les 2 dernières années, on va dire. Euh, et ouais, c'est vrai que Las Vegas, bah, sur le papier, ils n'avaient pas un très bon roster. Ils ont fait venir Pete Carroll pour tenter un petit peu de réinstaurer une winning culture. Moi, j'y croyais un petit peu. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils aillent en playoff ou qu'ils fassent une grande saison, mais je m'attendais euh, tu vois, il y ait à nouveau une philosophie d'équipe et qui tire un petit peu vers le haut. Malheureusement, l'expérience Geno Smith, Pete Carroll, Tyler Lockett, etc., ça n'a rien donné du tout. C'était la maison de retraite des Seahawks. Je crois que les fans des Raiders n'ont pas du tout apprécié en plus. Et, mais bon, au moins, ça a eu le mérite de faire une chose, c'est que ça a complètement fait table rase de toutes de toutes les années un petit peu de labeur, quoi, laborieuse. Et ça, à la clé, il y a eu le first overall pick, puisque c'était l'équipe qui a terminé dernière de NFL avec un bilan de 3 victoires pour 14 défaites. Euh, Pire équipe en points marqués l'année dernière, donc pire offense de la ligue, 32e sur 32, 14 points,2 par match en moyenne. C'était assez désastreux. Voilà. Écoute, Mon- si je peux aussi rajouter un truc, c'est que la première satisfaction avant la saison, c'était d'avoir pris Ashton Jeanty lors de la draft 2025, l'un des meilleurs prospects running back qu'on ait vu depuis pas mal d'années. Et mhm. ce joueur-là, tu ne peux pas le faire jouer et il ne peut pas te donner certaines satisfactions parce que c'est le running back enfin, touché le plus tôt de toute la ligue. Donc, c'est-à-dire que la ligne non plus, comme tu as dit, Pete Carroll, il avait un peu ramené ses fils et des gens qu'il jugeait potentiellement bien pour pouvoir faire gagner cette équipe-là. Et ben, il a ramené justement son fils coach de ligne offensive et on avait vu que c'était. Catastrophe. Voilà quoi. Donc, Catastrophe. Ça n'a rien donné de bon du tout. Et on en a parlé plusieurs fois hein, quand on parlait des running backs à la draft. Moi, je suis jamais contre drafter un running back haut à la draft parce que je trouve qu'il y a plein d'avantages qui sont souvent négligés, comme le fait que ce soit un poste qui a un impact immédiat. Tu vas pas, c'est pas comme un tight end ou un quarterback où tu as besoin d'attendre 2, 3, 4 ans avant que le mec performe vraiment au niveau NFL.
Mais par contre, c'est un poste qui dépend énormément de tous les autres postes. Si tu as pas un bon jeu de course, si tu as pas un bon coordinateur offensif, si tu as pas une bonne O-line tout simplement, bah, tu peux avoir le meilleur running back de la ligue, s'il se fait toucher, comme tu l'as dit, même des fois avant la ligne de scrimmage, bah, tu vas pas faire des miracles. Donc le choix de Ashton Jeanty était curieux, comme cette année le choix de on en parlera quand on parlera des Cardinals, hein, le choix de Jeremiah Love. Il est curieux dans le sens où, normalement le running back, c'est un petit peu le plafond, c'est ce que tu construis en dernier quand tu construis ton run game et c'est important d'avoir des bonnes fondations. Là, quand tu as pas la O-line, que tu mets, un joyau sur, ta couronne, alors que ta couronne elle est en bois, bah, ça se casse un peu la gueule. Donc ça explique pas mal de choses sur la saison 2025 des Chargers. Ça explique pas tout évidemment, mais il y a du positif puisque l'arrivée de Klint Kubiak, qui est non seulement un ancien coordinateur offensif, donc du côté du ballon qui a besoin le plus de se renouveler et de s'améliorer. Mais en plus, il a montré de très belles choses, avec, Seattle l'année dernière. C'est un disciple de Kyle Shanahan, donc il fait partie de ce grand arbre de Kubiak/Shanahan, heu, qui remonte, à l'époque des Broncos maintenant. Oui, Ah, du père Mike Shanahan, voilà, Mike. et après il y a, le père Kubiak, puis après tu as le fils Shanahan, tu as Sean Ah, le McVay, fils Kubiak, le fils Kubiak, enfin bref, il y en a 2 des fils Kubiak en plus, donc en plus. non, cet arbre de coaching staff, il commence à être vraiment bien fourni en NFL. Il y en a beaucoup des élèves de ce de cette branche. Mais donc Klint Kubiak, pour moi, c'est une des meilleures embauches au poste de head coach, cette saison, sachant qu'il y a eu énormément de turnover, chez les head coachs cette saison. Je crois que c'était quelque chose comme 11. 10 ou 10 11, ou ouais, je crois. 10 ou 11. Donc il y a presque un tiers, si ce n'est plus, d'équipes qui ont changé de head coach cette saison et je trouve que les Raiders ont embauché l'un des meilleurs candidats qui était disponible sur le marché. Donc bravo à eux. Il ramène avec lui Andrew Janocko qui était anciennement QB coach à Seattle, il me semble, en tant qu'offensive coordinateur ici et Rob Leonard en tant que defensive coordinateur. Donc 2 enfin que des rookies à leur poste finalement, que ce soit les coordinateurs ou le head coach. Mais il y a une volonté de renouveau et d'amélioration. Oui, c'est vrai, et en parlant de nouveau, moi, j'aimerais dire un truc, ils ont du coup le first overall pick. Qui dit first overall pick dit forcément on essaye de faire venir un joueur générationnel et là, ils draftent, Fernando, Mendoza, donc peut-être que ce renouveau aussi que tu dis passera peut-être, voire forcément par ce QB-là. Je Ouais, pense, hein. bah, si tu as l'opportunité de construire en fait, pour moi, il y a pas vraiment de bonne technique, d'une technique meilleure que l'autre. Si tu peux pas avoir le first overall pick et le QB générationnel, tu dois construire le roster autour en attendant de pouvoir implémenter le quarterback. C'est ce que sont obligés de faire beaucoup d'équipes. Seattle, on a vu qu'ils avaient fait ça, hein, ils ont pas eu le first overall pick, de toute leur histoire et ils ont rajouté le QB une fois que le roster était en place. Il y a plein d'autres équipes, que je peux citer qui font la même chose. Quand tu as le first overall pick et que tu peux amener le QB directement, bon, bah, tu fais dans cet ordre-là. Les Bengals, ils ont fait comme ça, les Jaguars, ils ont fait comme ça marche aussi. C'est juste que voilà, C'est une manière c'est différente, une manière différente d'accéder à ce truc-là. Et les deux marchent, parce que tu vois que les Patriots, ils ont fait comme ça avec Drake May. Ils ont d'abord ramené le quarterback, et ensuite ils ont construit le roster en 2 ans. Et ça peut t'amener jusqu'au Super Bowl si tu fais bien les choses. Donc, je suis pas inquiet, moi, pour le Fernando Mendoza chez les Raiders. Et je trouve que, personnellement, c'est un choix qui se défend largement. Oui, il a des défauts, comme tous les rookies, mais c'est pas une aberration, c'est pas un reach, c'est pas. Je pense que s'il avait été dans une autre draft, il aurait aussi été sélectionné en haut du premier tour. Peut-être pas premier tous les ans, parce que tous les ans, il y a des quarterbacks différents. Mais on n'est pas très loin en tant que prospect, hein, je parle, on n'est pas très loin des Drake May, des Cam Ward, etc. Ça se dispute et il n'a pas gagné le Heisman Trophy et
et le trophée Et le de championnat. NCAA en championnat pour rien. Donc, pour moi, c'est un très bon choix de la part des Raiders, tout comme on va peut-être en parler, mais pour moi, la suite de leur draft aussi est excellente. Oui, bien sûr. Et dans un dernier truc bien que je voulais dire, c'est que en gros, tu ramènes un nouveau head coach et c'est lui qui, choisit son propre QB. En plus, c'est un coach, du côté de la balle, du côté, de l'attaque, quoi. Donc c'est bien, quoi. Si tu veux, on peut se pencher sur la draft et la free agency, Ouais, bah, on si va ça te commencer va? par la free agency puisque c'est chronologiquement ce qui a eu lieu en premier. Les Raiders, c'était une des équipes qui avait le plus de cap space, si ce n'est l'équipe qui en avait le plus, je suis pas sûr. Mais en tout cas, ils en ont beaucoup dépensé. Du côté des départs, il y a eu seulement de notables, Dylan Parham, le guard, Geno Smith qui est parti, chez les Jets, qui a été cut et Tyree Wilson, leur ancien first, round pick qui a été trade aux Saints, pendant la draft cette année, je crois, si je me Heu, trompe pas. oui, c'est ça et du côté des arrivées, on a bien sûr ce j'ai envie de dire cette signature, boom avec Tyler Linderbaum qui fait Évidemment. de lui le centre le mieux payé de tous les temps avec, une moyenne, de 28 millions par an. On dit une moyenne parce qu'il y a beaucoup de comment dire? Il y a beaucoup de détails, ils sont pas payés autant telle année, voilà. Donc ça, c'est une moyenne. Ouais, Du coup, ils ont fait venir, tac, 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 que je regarde. Ils ont fait venir alors Kwity Paye aussi qui a ouais, été, et les 2 linebackers qui ont été, beaucoup payés aussi, Nakobe Dean et Quay Walker. ouais, qui jouaient ensemble à Hem, Georgia d'ailleurs. oui, exactement et Jalen Nailor en tant que signature notable, en tant que receveur, 3 là, tu vas pouvoir faire un petit Bah, truc du coup, il avec. sera peut-être parce qu'ils ont en fait, j'ai l'impression qu'ils ont que des receveurs 2-3 là, parce que maintenant qu'il y a plus, Celui heu, des Jags, j'ai un trou de mémoire là tout de suite, j'ai un trou de mémoire Jacoby aussi. Meyers Jacoby Meyers, et bien. et hem et du coup, ouais, on va y avoir un battle, au training camp entre Jacques Bech, leur sélection, au 2e tour l'année dernière, Trey Tucker qui a été par défaut le receveur numéro 1, l'année dernière et du coup, Jalen Nailor et il y a peut-être des rookies dans le tas qui vont se démarquer un peu du lot. Je pense à Tyquan Thornton, pas Tyquan, mais Dante Thornton, je crois. Dante Thornton, exact. Ouais, c'est ça. Donc voilà, il y a peut-être, 1 ou 2 noms qui vont ressortir et puis évidemment la plus grosse cible chez les Raiders, ça reste Brock Bowers, heu, qui devrait revenir à 100 cette année et donc je pense, bah, je sais pas ce que tu penses de la free agency. Moi, je pense, ils avaient du cap space, il fallait le dépenser. Le roster était quasiment vide, donc il fallait investir quoi, il fallait, remplir. Je pense que les choix sont pas déconnants. Je suis pas fan de Quity Paye, je suis pas fan de Quay Walker. Ça reste, des contrats, relativement, modestes. C'est pas, ils ont pas surpayé, ils ont payé cher des joueurs qui valent pas forcément, chaque dollar, mais bon, le marché est ce qu'il est et quand tu es une destination aussi peu attractive que la pire équipe de la ligue, sur le papier et bah, forcément, tu es obligé de un petit peu surpayer et donc bon, c'est ce qu'ils ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Moi, je trouve c'est un bon début et au niveau des re-signatures, il y a eu Eric Stokes et Malcolm Kuntz, qui sont 2 joueurs qui ont apporté quand même, pas mal à la défense, des Raiders l'année Ah dernière. oui, surtout Stokes qui est pour moi l'une des meilleures signatures, enfin l'une des signatures les plus sous-cotées parce que Stokes on a vu, moi je pensais pas que, quand il viendrait chez les Raiders, ça serait un vrai cornerback 1. Il nous a prouvé qu'il met enfin dans cette défense-là qui a eu beaucoup de mal, quand même si tu as toujours Max Crosby, Stokes c'était vraiment un mec sur qui, enfin pour qui, il faut que tu lâches, quelques sous parce que, il est vraiment bon et d'ailleurs, je pense qu'ils avaient je sais pas si tu te souviens, mais l'année dernière, ils ont signé beaucoup de joueurs avec des contrats de 1 an et Mmh. je pense qu'ils ont voulu, garder ceux qui étaient très intéressants et qui apportaient une plus-value, à leur équipe, et ils ont jeté tous les joueurs, qui n'ont pas su faire l'affaire et sur qui ils comptaient plus vraiment sur eux, quoi.
Ouais, mais en Je termes de trouve. philosophie, c'est pas déconnant, tu vois? En plus de quand tu es dans une impasse, un petit peu, de donner que des contrats d'1 an pour, faire le tri, quoi. Et donc, c'est pas idiot ce qu'ils ont fait. Pour l'instant, John Spytek, c'est sa deuxième e saison en tant que GM et je trouve qu'il s'en sort relativement bien. Il y a eu des ratages, il y a eu des succès. On va voir sur le plus long terme ce que ça donne. Mais au niveau de la draft, bon, on a parlé de Fernando Mendonça assez longuement. First overall pick, tu prends un QB, c'est logique. Mais sur la suite de leur draft, il y a des joueurs qu'on aimait bien, toi et moi, dont Treydan Stux, que tu avais mis en avant dans le dernier épisode qu'on avait fait, où on parlait de nos pépites un petit peu à la draft. Kieron Crawford, que j'aimais bien, je ne sais plus si on l'avait nommé, mais un petit pass rusher de Auburn, je crois, qui me plaisait pas mal. Je ne sais plus si c'est Auburn, j'ai un doute, mais il me semble. Je crois que c'est ça, hein. Il me semble. Ouais. Ensuite, ils ont récupéré Trezun, qui jouera à l'intérieur de la ligne offensive s'il arrive à se faire une place, soit garde, soit centre, en fonction de ce qui est fait. Bon, a priori, plutôt garde, puisqu'ils ont signé Tyler Linderbaum, mais du coup, peut-être en compétition avec Jackson Powers Johnson. Et l'autre gros nom qu'ils ont récupéré, c'est Jermon McCoy, qui ont récupéré tout en haut du day 3 de la draft, au premier pick du 4e Premier tour. pick, exact, ouais. Donc c'est sacrée chute pour un joueur qui avait autant de talent, mais les blessures semblent avoir été un gros red flag pour beaucoup d'équipes. Donc ça pourrait ne rien donner. Ça pourrait être aussi un énorme ticket de loto gagnant pour les Raiders. Donc ils ont bien fait de tenter le coup. Je trouve que quand même, il y a une petite jurisprudence Xavier Watt, parce que tout le monde a dit ouais, pourquoi Xavier Watt, même si c'est un poste moins demandé que celui de corner, mais Xavier Watt, on a dit ouais, il tombe, et l'équipe qui l'a pris, ah, ils ont fait un braquage, tout ça. On a vu cette année que le braquage s'est avéré être réellement un vrai braquage, quoi. Donc Ouais. peut-être Après, c'est que, pas pour les mêmes raisons, je pense. oui, 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 mais peut-être Parce que que l'année dernière, c'est Johnson qui était tombé, tu sais, des euh, Cardinals. oui, Will Johnson, Will exactement. Johnson, il était Ouais, ouais. tombé aussi deuxième tour à cause de blessures qu'on ne savait pas trop, red flag par red flag. Au final, il a fait une bonne saison rookie pour les Cardinals. En tout cas, Vraiment. un bon début de saison rookie. Après, ça a été un petit peu plus dur, mais pour toute l'équipe des Cardinals. Oui, voilà. On Donc en voilà. reviendra plus tard Bon, je pense pour cette qu'on équipe. n'est pas obligé de revenir sur le non-trade de Max Crosby, parce que c'est une affaire qui n'a rien donné finalement, donc on ne va pas 3 mois après revenir dessus. On en parlera peut-être un petit peu dans l'épisode sur les Ravens, mais je pense que ici c'est pas la peine de le mentionner. Je ne sais même pas si Crosby, enfin, a priori, il devrait jouer la saison 2026 chez les Raiders, mais on n'est pas à l'abri que demain il y ait un trade à nouveau. Donc, on va partir du principe qu'il va rester là cette année. Et sur le papier, moi, bon là, ça fait un petit moment qu'on est sur les Raiders, donc on va peut-être abréger, mais toi, tu les verrais, en tenant compte de leur calendrier, remporter combien de matchs à peu près l'année prochaine? Je les vois faire quand même une largement meilleure saison que celle de cette année, vraiment, dans le contenu des matchs, il y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. En termes de, comment dire, en termes de, déjà de beau football et de satisfaction. Alors là, ils avaient gagné 3 matchs. Là, je vais faire x2, donc 6, 7. Je pense que le 7, ça va être dur, mais 5, 6 matchs, je pense que ça peut être suffisamment bien déjà pour une première année, parce qu'ils n'ont pas déjà un roster qui est, comment dire, qui est rempli sans point faible. Et de deux, le calendrier de la AFC West, comme je le citais tout à l'heure, est un peu compliqué dû au fait que on affronte la AFC East avec les Bills et les Patriots, qui sortent d'une année très bien, surtout pour les Patriots. Et la NFC West, où il y a, je pense, deux des équipes les plus, comment dire, avec la cote la plus basse pour remporter le Super Bowl 2026, 27, excusez-moi. Donc ça va être compliqué. C'est pour ça que je les mets à 5-6 victoires. Ok, bah moi je te suis. J'avais dit un scénario pessimiste, 5 victoires, scénario optimiste, 7 victoires. Donc pareil, j'arrive à peu près 6 victoires l'année prochaine. Et je pense que, ouais, en fait, c'est même pas le nombre de victoires qui va compter parce que
enfin, on est d'accord tous pour dire que là, ils sont pas en train de jouer les contenders, pour, gagner un titre de division ou aller en play-off ou quoi que ce soit. Là, c'est une année pour poser les bases, poser les fondations. Donc, je m'en fous du bilan des Raiders. Ce que je veux voir, c'est qu'ils restent dans les matchs. Même s'ils perdent tous les matchs, si à chaque fois ils les perdent de 3 points, ce sera bien, tu vois? Donc, Ah oui, moi, c'est ce que j'attends, c'est du football encourageant, des progrès de leurs jeunes, en partie, enfin, et plus particulièrement de Fernando Mendoza, parce que mine de rien, même si le système de Kubiak, il est très QB friendly et très O-line friendly, c'est quand même beaucoup de play action, donc under center, et c'est pas du tout ce à quoi, Mendoza est habitué, quand il était, en college football. Donc, si ça se trouve, on va même pas le voir start la saison puisque c'est, Kirk Cousins qui lui est un grand habitué de ces genres de systèmes qui devrait être titularisé. Donc, on va voir si Mendoza voit le terrain cette année. Mais en vrai de vrai, c'est même pas garanti. Je pense qu'il devrait voir le terrain autour de la mi-saison parce que les Raiders seront éliminés de la course au playoff et que du coup, on voudra lui donner des snaps de valeur, on va dire, en situation de match. Mais c'est pas dit qu'on voit Mendoza avant la week 8 ou 9, tu vois. C'est pas sûr. Ça se trouve, on le verra dès la week 4. Ça se trouve, on le verra qu'à partir de la week 13. Donc, on va voir. Mais je suis très hypé par cette saison pour les Raiders. voilà, le truc, c'est pour vraiment clôturer ça, c'est de voir de l'upgrade, que ce soit offensivement, défensivement et que le coach, puisse, même si, je pense qu'il va pas être inquiété, mais de montrer de comme tu as dit, de réelles satisfactions. Ouais. On peut passer sur les Kansas City Chiefs, du coup, Et oui, les Chiefs, qui ont terminé, ils ont terminé, en combien, en 6-11. 6-11. Mhm. C'est un peu dur quand même pour les anciens, multiples champions du Super Bowl, hein, avec Ouais. le même QB, le même coach, tout ça, le même tight end aussi. 6-11, Tristan, j'aimerais bien savoir ce que tu penses et à quoi c'est dû ce 6-11 parce que c'est on n'aurait pas misé sur ça quand même. On n'aurait pas misé sur ça. Je suis bien d'accord avec toi. Je pense que, évidemment, la blessure de Patrick Mahomes a joué dans l'équation, mais techniquement, ils étaient déjà éliminés des playoffs sur le match où ils se blessent. Euh, et le début de saison, je crois qu'ils arrivent jusqu'à 6-6 ou 6-5. Et ensuite, à partir de la week 12, ça a été que des défaites jusqu'à la fin de la saison. Euh, je pense que c'est dû à pas mal de facteurs. Le facteur Matt Nagy, je pense qu'il c'est pas complètement insensé non plus. Enfin, de lui attribuer un peu de blâme. Euh, et puis, je pense que aussi, bah, ça fait des années que les Chiefs tentent d'infuser du talent, notamment au poste de receveur, et que depuis le départ de Tyreek Hill, on n'a pas eu un gros receveur 1 fiable. Moi, je suis un grand fan de Rashee Rice hein, sur le terrain, en dehors, pas du tout, mais Rashee Rice à la draft, je défendais beaucoup. Le truc, c'est qu'il s'est blessé, il a été suspendu, donc il a raté beaucoup de matchs. Et derrière, c'est un Travis Kelce qui est vieillissant, une O-line qui doit être payée, mais on ne peut pas garder tout le monde, donc on laisse partir Joe Thuney, qui gagne le titre de Protector of the Year l'année où il n'est plus là. Et ensuite, c'est Xavier Worthy qui n'a pas encore montré qu'il était vraiment digne d'être autre chose qu'une deep threat pour l'instant. Et ensuite, beaucoup de second couteau, quoi. Donc, pas de vraie menace pour Mahomes, qui, bah, on l'a vu cette année, c'est l'année où il a eu le plus de yards à la course depuis son année rookie, je crois. Donc, il a dû faire beaucoup, il a dû créer beaucoup par lui-même, tout seul. Et donc, pour moi, ça fait partie des raisons pour lesquelles les Chiefs se sont un peu essoufflés cette année. Et on n'a pas du tout vu la même domination que toutes les saisons précédentes. Ah oui, non mais c'est clair. Je vais rajouter à ça le fait que aussi, il y a beaucoup de cadres, de ces dernières années qui sont partis. Je pense notamment à un mec comme, Justin Reid qui était vraiment,
un mec avec beaucoup d'expérience, un mec très très intelligent, un dur mal, vraiment un très très bon joueur. Ils ont perdu ce mec-là, comme tu as dit, ils ont perdu Joe Tooney. T'arrives pas à, comment dire, à ramener du monde dû à des drafts un petit peu, j'ai envie de dire, je parle pas que pour cette année, mais en fait, ils ont vécu sur leur draft 2022 où il y avait quasiment que des starters. Maintenant que là, il a fallu payer, du coup, tu as un peu moins de cap pour pouvoir payer les bons mecs, tout ça. Et les drafts que tu fais, les mecs que tu fais venir, moi, je trouve que ils sont pas au niveau d'une équipe contender à un autre Super Bowl. Là, quand même, ils ont vu que c'est quelques points faibles. Du coup, tu fais un peu table rase, un peu aussi quand même, parce que la défense va pas être exactement pareille et l'attaque va pas du tout être pareil. Tu changes de offensive coordinateur à la personne de Eric Bieniemy qui Qui revient. revient. Il était là quand ça marchait bien. Là, quand ça marche mal, ben, du coup, on le réinstaure. Je pense que ça peut, on verra après, mais je pense que ça peut vraiment leur être bénéfique. Et tu fais venir aussi, on en parlera après, un gros running back. Donc, vraiment, je pense que la méthode Andy Reid s'était un peu essoufflée. Et là, d'avoir un peu tout changé, je pense que ça peut leur être bénéfique. Ouais. Moi, personnellement, je pense que c'est plus le roster qui s'est essoufflé plutôt que la méthode Andy Reid. Mais je te suis sur le fond, dans le sens où c'est vrai que ben, quand tu es champion multiples fois, c'est difficile déjà de continuer à l'être, hein. On sait que la NFL, c'est une ligue ultra compétitive. Et déjà, les Chiefs des dernières années, c'est ce qu'on a eu de plus proche d'une dynastie. Donc, on n'est pas à une saison où ça se passe mal de directement tirer le signal d'alarme. Je pense que ils ont mérité d'avoir droit, comment on dit, le bénéfice du doute. Euh, mais c'est vrai que je pense qu'il y a eu un, un petit coup de mou du côté de Bredvich pour amener enfin, de perpétuellement amener du talent. Et je pense que notamment au poste de running back, là, il y a eu un gros ventre mou au niveau du talent et que bah, ça s'est ressenti beaucoup, quoi. Autant on parlait tout à l'heure de Ashton Genty où tu dépenses beaucoup de valeur marchande pour un running back sans avoir les fondations. Là, les Chiefs, ils avaient les fondations. Ils n'avaient pas un running back capable d'avoir un peu de jus, quoi. Parce que Karim Hunt, il a 1000 ans et ils n'avaient pas Checo. Ça peut être un bon power back, mais c'est pas du tout ce qui se fait de mieux en NFL sur tout le reste. En tant que RB1 surtout. Oui, surtout. Ouais, voilà. Ben là, si tu as rien d'autre à dire avant la FA, du coup, comme on l'a dit, Eric Bieniemy qui arrive, Spaniolo qui reste, Andy Reid toujours là, normal. Ils prennent lors de la FA déjà le MVP du Super Bowl 2026 et peut-être, je me trompe pas en disant ça, le meilleur running back que Patrick Mahomes n'a jamais eu, quoi. Donc pour moi, ça va être son meilleur running back avec qui il aura pu jouer. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah Parce que écoute, tu le connais très bien. je le connais très bien, hein, Kenneth Walker. Moi, je pense que enfin, le Kenneth Walker que le monde a vu lors du Super Bowl, c'est pas le Kenneth Walker que moi j'ai vu à tous les matchs. Mais s'il peut jouer comme ça à tous les matchs, c'est l'un des meilleurs running backs de la ligue sans le moindre doute. Le problème, c'est que Kenneth Walker, il a pas toujours joué comme ça et ça reste un très bon running back. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas parce qu'un joueur quitte les Seahawks que ça y est, je lui tombe dessus. Juste, Kenneth Walker, moi, c'est un joueur qui peut être frustrant parfois parce que il a parfois tendance, ça arrive, à ne pas juste prendre le gain qui est disponible, ne pas punir la défense et toujours chercher le big play. Et parfois, ça peut être un peu frustrant quand, au lieu de gagner 3 yards, bah, il en perd 2 en essayant d'en gagner 10, quoi, là où il y en avait que 3 à prendre. Et donc, voilà. Mais je trouve que sur la fin, avec Seattle,
quand Zach Charbonnet s'est blessé et qu'il a dû prendre le rôle de Belka, ou un peu de porter le ballon 20-25 fois par match, ben, il l'a bien fait en playoff. Il nous a bien sauvé notre offense. Donc, je pense que son contrat est entièrement mérité, même si c'est cher pour un running back. Je pense que les Chiefs, non seulement c'était nécessaire, mais en plus, c'est, je trouve, une bonne idée et un prix qui se mérite, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. C'est vrai que durant toute la saison, tu me disais que Kenneth Walker te frustrait un peu, donc voilà, ça Après, en s'entend. playoff, il a levé toutes les frustrations que j'avais sur lui. Il a été Ah, hors norme. jamais je lui jetterai la pierre. Je suis un grand défenseur de Kenneth Walker. D'ailleurs, je voulais qu'on le re-signe. Mais écoute, John Mais Schneider a fait ce qu'il a il fait. faut pas toujours caresser dans le sens du poil, Bien surtout quand sûr, c'est bien sûr. les Chiefs, surtout. Alors, du coup, pour cette FA, les arrivées sont, comme on vient de le dire, le running back Kenneth Walker, Khyiris Stonga, l'ancien DT des Patriots, qui a Ouais, eu une très bonne saison, Aloy Gilman, qui reste dans la division parce que c'était même s'il avait fait, il était parti chez les Ravens, mais là, il était à la base chez les Chargers, donc là, il arrive et Justin Fields. Et pour les départs, là, je pense qu'on va un petit peu en parler. Trent McDuffie, Brian Cook, Léo Chenal, Jawan Taylor et Jalen Watson. Les 5 départs sont des titulaire. titulaires. Mhm. Et ce qui peut mettre en péril l'avancée si jamais il y en a qui pensent que ils n'ont pas été remplacés. Après, tu me diras ce que tu en penses. Moi, pour faire bref, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Du coup, comment dire, tu changes un peu les starters, tout ça. Tu avais McDuffie et Watson. Là, tu as fait venir avec la draft, tout ça. On en parlera à la draft, mais je pense que ça a été un petit peu compensé. Je pense que c'était des trades et des départs nécessaires dus au cap space qui n'était pas suffisant et de deux à la valeur marchande qu'avait par exemple un McDuffie. Ouais. Train McDuffie, il avait encore une valeur marchande. Il aurait fallu que les Chiefs le re-signent. Pour moi, c'est très très malheureux. Je pense que si j'étais fan des Chiefs, ça m'aurait fait mal de le voir partir, mais souvent on n'a pas le choix, quoi. Comme Ouais. les Denver Broncos avec Von Et moi, j'ai Miller. envie de te dire, même si ça fait mal au cœur, des fois, il vaut mieux se séparer d'un joueur un an avant qu'un an après le moment fatidique, quoi. Vaut mieux peut-être, tu vois, là, sa valeur, elle était très haute. Ils l'ont échangé contre un premier tour de draft, même si c'était à la fin du premier tour, parce que c'était le choix des Rams. Ça reste un first round pick. Si jamais ils étaient passés à autre chose un an trop tard, la valeur marchande déjà n'aurait pas du tout été la même. Et en plus, tu avais énormément d'argent qui aurait été engagé sur un cornerback qui n'était pas forcément la position de plus gros besoin chez les Chiefs, même si ça l'est un peu devenu. Mais on a vu Noel Williams, il avait fait une très bonne saison rookie. Moi, j'ai toujours été confiant sur ce joueur. Il y a L'Jarius Sneed qui est revenu et ils ont drafté Mansour Lane. Donc, ça, je pense que c'est une position qui est sur lesquels ils n'ont jamais été trop en difficulté dans les dernières années et qui devrait rester une position de force malgré le changement de personnel. Surtout coaché par Steve Spagnuolo, on sait qu'on peut lui faire confiance pour mettre ses DB dans de bons schémas et à leur place, là où ils peuvent montrer toute leur force. Par exemple, comme Noel Williams, on l'a vu, il y a la transition et c'est faite parfaitement, j'ai l'impression. Alors que certains cornerbacks mettent un peu de temps, un an ou deux, avant de vraiment être très bons. Ouais, Donc ça, je te rejoins complètement. Khyiris Tonga aussi, pour moi, il va un peu redynamiser la défense contre la course des Chiefs. Parce que on voit que Chris Jones commençait à être un peu plus vieillissant et que les Chiefs avaient notamment des problèmes sur leur D-line. Pour moi, le problème du pass rush n'est toujours pas comment dire réglé. Mais avec Air Mason Thomas à la draft, pourquoi pas rajouter de la profondeur. Ils ont toujours Omar Norman Lott qui va arriver dans sa seconde année. J'ai vu que Ashton Gilotti, qui a montré de très belles choses, s'est blessé.
Ah, Il s'est blessé, c'est à l'ischio-jambier, apparemment, il en aurait pour 2 mois. ok, Donc, euh, ça, donc, ça euh, va. donc, C'est- donc voilà. Donc, moi, finalement, avec toute cette off-season-là, après, tu pourras parler de la draft, Tristan, si tu veux, mais j'ai quand même des doutes sur leur point faible qui était le pass rush pour moi. En défense, il manquait cruellement comment dire, il laissait trop de temps au QB en face et on sait que même si tu as Trent McDuffie, même si tu as Jalen Watson qui est pas mal avec des Léo Chenal, Nick Bolton, tout ça, si tu donnes trop de temps au QB adverse, ben forcément, il va te punir et je pense que c'est le plus gros point faible des Chiefs. Sinon, en défense, je pense que tout est, tout est, tout ouais. est franchement pas mal. Ouais, bah, il y a un moment où Chris Jones était vraiment au sommet de son art et où même avec des pass rushers de rotation autour, ça suffisait à mettre assez de pression et à avoir une bonne défense. Maintenant, je pense que c'est vrai, tu l'as dit, Chris Jones, il est toujours très bon, mais c'est plus, il est plus dans son prime. Donc maintenant, c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'il court un petit peu après le pass rush. On a vu qu'ils ont dépensé pas mal de premiers tours, que ce soit sur George Karlaftis, Félix Ouazike, ou je l'ai plus son nom, Uzoma, Félix Ouazurike, Uzoma, quelque chose comme ça. Non, c'est pas Ouazurike, bref, Félix quelque chose au premier tour. C'est Euh, Anodike, Anodike Uzoma. Ouais, Anodike Uzoma, j'étais mute parce que bien vu. Et là, cette année encore, avec et le choix de Peter Woods en fin de premier tour et Emerson Thomas en début de second tour. Donc, on voit qu'ils ils essayent en tout cas. C'est pas quelque chose qu'ils abandonnent. L'année dernière, il y a eu, tu l'as dit, Omar Normalot et Ashton Gilotti. Donc, c'est un secteur sur lequel ils essayent de s'améliorer et ça devrait finir par payer. Je leur souhaite. Maintenant, c'est vrai qu'on est sur, leur point faible, je pense, le plus notable, avec le poste de running back qui, ça, pour le coup, a été bien traité de et receveur aussi, hem peut-être. et receveur. Mais receveur, tu vois, l'année dernière, j'aimais bien Jalen Royals. Je pensais qu'il pouvait un peu tirer son épingle du jeu. Cette année, j'aime bien Cyrus Allen. Ça m'étonnerait pas que en année 2, année 3, bah, année 2 pour Royals et année 1 pour Allen, je pense que on pourrait en voir un bien compléter Rashee Rice si, enfin, selon leur utilisation etc. Mais je pense que parmi tous ces noms-là, on pourrait en voir un sortir un peu du lot. Donc, moi, je pense que les Chiefs, ils vont faire une bien meilleure saison cette année que l'année dernière. Ce sera pas encore parfait, je les ils sont pas parmi mes favoris pour le Super Bowl, mais comme ils ont terminé 3e de division, ils ont un calendrier beaucoup plus simple, je trouve, que les Broncos et les Chargers. Donc, je les vois bien, remporter au moins 10 matchs, l'année prochaine, si ce n'est 11. Donc voilà, je sais pas ce que tu en penses toi? Oui, ben moi j'étais exactement pareil. Moi c'était plus 11 ou 12, dû, comme tu as dit, au fait, comme ils ont fini troisième de la division, ils vont rencontrer 3 troisièmes. Donc, Ouais. alors que les Broncos, 3 premiers, pour les Chargers, 3 seconds. Donc, ouais, pareil, 11-12, 11-12 victoires. Je pense que ça va, que Patrick Mahomes aussi va arriver en mode de revanchard. Bah, Je pense qu'il y a. on n'a pas de certitude qu'il soit, à 100 week 1. En plus, il y a la signature de Justin Fields qui allait un peu dans le sens de où on est précautionneux et tout ça. Mais je pense qu'il est bien parti pour être titulaire week 1. On Ouais. verra. Alors, il a dit dans une conférence de presse que il était clean à 100%. Donc, c'est à voir. Donc, ça reste à voir Ouais, quand même. il y a Mais je toujours un pense, risque de voilà. Mais je pense que ce mec-là, il a quand même déjà joué sous blessure, tout ça. Je pense que il a le coffre et il en est capable. C'est vraiment un joueur qui est vraiment capable de pouvoir jouer week 1 et que même en étant blessé, que ça ne se voit pas. bah, c'est toujours l'un des meilleurs, quarterbacks, de tous les temps, hein. De tous les Déjà, temps. déjà. Déjà. On Exact. ne tarit pas d'éloges avec, Patrick Mahomes, ici. Ouais. Ça me fait bien, ça m'embête un peu de le dire, mais il faut quand même le dire. Il faut quand Je même le dire. tarirai pas d'éloges sur Matthew Stafford non plus, t'inquiète pas. On a beau supporter, une équipe, on reste objectif, sur nos rivaux. Voilà. D'ailleurs, on va parler des Chargers parce que ça fait déjà Et 40 minutes, il faut qu'on oui, accélère un petit peu. et on va, ben, c'est ce que j'allais te dire. On va parler aussi d'un très très bon QB. Voilà, les Los Angeles Chargers qui finissent ils finissent. Est-ce que tu as leur record de l'année dernière?
Je crois que c'est quelque chose comme 12-5, 11-6, 11-6. 11-6. Alors, juste, moi, je vais être très court parce que comme là, il faut qu'on avance un peu. Être en 11-6 alors que il y a personne pour protéger Justin Herbert, sachant qu'ils ont gagné de très gros matchs, notamment contre les Eagles, contre les Broncos, contre les Chiefs, ils les ont sweepés, etc. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Alors, c'était notamment dû grâce aussi, et surtout, je pense à Jesse Minter qui a Coordinateur défensif. le cordeau def qui est parti chez les Ravens en tant que head coach. La défense des Chargers, je pense, était toujours l'une des défenses les plus sous-cotées de l'année dernière, avec pour moi Derwin James qui pour moi fait sa meilleure saison en carrière et pour moi le meilleur safety de la ligue à l'heure où on se parle. Voilà. C'est pas incohérent comme propos, je vais pas te tomber dessus. Ah, Ça voilà. se défend. En tout cas, il est dans le top 2, c'est sûr. Ouais, je te rejoins aussi, hein. Je crois que l'année dernière, les Chargers, ils étaient premiers en points encaissés, donc meilleure défense de la ligue en points encaissés. Et cette année, ils étaient neuvième, mais cinquième en yards. Donc ça restait une top défense cette année. Euh, et ouais, comme tu l'as dit, je pense que si leurs deux tackles ne se blessent pas, leurs deux offensive tackles, Rashawn Slater et Joe Alt, ne se blessent pas aussitôt dans la saison. Rashawn Slater, je suis même pas sûr qu'il ait joué week 1. Je crois qu'il s'est blessé pendant le training camp, un truc comme ça. Oui, Et oui. Joe Alt, il s'est blessé, il est revenu, il s'est reblessé, et cette fois, c'était fini. Donc, ils ont joué avec deux remplaçants euh, sur les deux postes les plus importants de la O-line et une O-line intérieure qui, de base, laissait un peu à désirer. Donc, c'était, je pense, l'une des pires, si ce n'est la pire ligne offensive de toute la ligue l'année dernière. Et c'est vrai qu'ils arrivent quand même aux portes du championship en AFC. C'est pas dégueu. Moi, j'avais mis une pièce sur eux l'année dernière d'ailleurs, mais c'était avant évidemment les grosses blessures. Ils ont perdu un wildcard contre les Patriots, juste pour te le Ouais, j'ai rappeler. abusé sur porte du championship. Ouais. J'ai peut-être un peu abusé. J'ai peut-être un peu abusé avec les Bills. Mais en tout cas, c'était pas déconnant quoi. C'était pas déconnant et je pense ils auraient pu upset les Patriots s'ils avaient été au complet quoi. Oui, et en plus, comme tu l'as dit, ils perdent aussi Najee Harris très tôt. Déjà qu'il n'était pas là week 1 parce il avait reçu des pétards en pleine figure. Son premier match, premier play, il se pète pour toute Ouais, et une. même Omarion Hampton qu'ils avaient pris Et au même, premier tour, il et a même- fait la moitié de la saison seulement parce il s'est blessé. Donc ils n'ont pas été gâtés, pas autant que les 49ers, mais ils ont quand même eu beaucoup de blessures. Donc ça n'avait pas été une saison facile, je trouve, pour les Chargers. Et mine de rien, ils s'en sont pas si mal sortis. La seule différence par rapport à l'année dernière, euh, sur le papier, bon, évidemment, ils récupèrent leurs deux tackles, mais c'est que Jesse Minter ne fait plus partie du staff, puisqu'il a mais, été embauché par les Ravens en tant que head coach pour remplacer John Harbaugh. Donc il remplace le frère de son ancien patron. voilà. Marrant. Mais, Mais ils perdent le défensif coordinateur et gagnent un offensif coordinateur de meilleure qualité, je trouve, que ce qu'était Greg Roman, ben, avec, largement. voilà, avec Mike McDaniel, ancien head coach des Dolphins, qui, mine de rien, avait pas énormément, je trouve, d'atouts. Enfin, il a eu des choses avec lesquelles travailler chez les Dolphins, mais on peut pas dire que c'est pas lui qui a choisi Tua Tagovailoa. On peut pas dire qu'il a été grandement aidé par le reste de, de- du staff, quoi, que ce soit le GM et même ses coordinateurs. En bref, je ne suis pas pour défendre Mike McDaniel, mais pour moi, il est en partie responsable de l'échec des Dolphins, mais il n'est pas du tout le seul responsable. Et je trouve que son côté du ballon a toujours été au moins correct, Oui, alors qu'il n'avait pas une très bonne ligne. Et donc, je pense que ça peut faire très très mal avec Justin Herbert et les jeunes armes offensives dont disposent les Chargers. Donc, j'ai très hâte de voir ça. Je m'attends à avoir une petite régression de la défense, logique, parce que Jesse Minter n'est plus là. Mais je m'attends à avoir une nette progression de l'attaque avec des tackles en bonne santé, des joueurs qui peuvent exploser. Je pense à Lad McConkey, je
pense à même Trey Harris, Omarion Hampton évidemment, Oronde Gadsden. Donc il y a vraiment des jeunes très prometteurs chez les Chargers, notamment en offense. Et j'ai bien hâte de voir ça. En plus, ils ont drafté un mec que j'aimais bien, dont j'ai Brennan perdu le... Thompson, Hakim Mesidor. Hakim Mesidor. Hakim Hmm, Mesidor. ok. Bien. Ouais. Et du coup, aussi, du coup, enfin, on a été plutôt complet. Et là, on peut voir qui est-ce qu'ils ont fait venir. Il faut savoir que les Chargers, eux, ont fait l'inverse que ce que les Raiders ont fait. C'était la troisième équipe avec le plus de cap space, pardon, et ils n'ont pas énormément recruté comparé aux Titans, Raiders, etc. Et du coup, ils ont re-signé Khalil Mack et Tier Tart. Tier Tart qui a fait une sacrée bonne saison Ouais, cette année. très sous-coté l'année dernière. Voilà, Khalil Mack, toujours vétéran pour pouvoir coacher les petits jeunes et toujours être euh, à minima bon. Oui. Voilà. 35 ans Euh, maintenant, presque. Hein. Ou ah oui, même oui. au moins. Ah oui, franchement, il est vieux. Ensuite, ils ont fait venir, enfin, comme Mike McDaniel, l'ancien head coach des Dolphins, il a fait venir Alec Ingold, le fullback, Oui, ainsi bah oui. que Cole Strange. Mhm. Donc, pourquoi pas? Si, en général, quand tu fais venir des gens comme ça, c'est que tu as confiance en eux, donc on va le laisser cook. Ils font venir Dalvin Tomlinson, le DT, je trouve, c'est un très bon ajout aussi. Keaton Mitchell, l'un de mes running backs préférés, alors enfin, il n'a pas brillé énormément, mais je trouve Ouais, il va amener à cette room de running back quelque chose que les deux autres ne peuvent pas faire. Donc, Kimani oui. Vidal et Omarion Hampton. Et là, tu as Keaton Mitchell, le mec qui est très, très rapide, élusif, tout ça. Je pense que c'est l'un des trios de running back, l'une des running back room les plus complètes en termes de profil Ah et en oui, termes de profondeur que de ce qui se fait en NFL. Parce que Omar Hampton, tu as la jeunesse, il sait un peu tout faire. Kimani Vidal, c'est l'une des meilleures doublures de toute la NFL. Je trouve que running back 2 ultra sous-coté. L'année dernière, il a eu l'occasion de s'illustrer sur 4 ou 5 matchs. Si vous l'aviez en fantasy, c'était 4 ou 5 victoires. Il a fait des points de partout. monumental. Monumental. Et comme tu l'as dit, Keaton Mitchell, très bon duo one-two punch avec une très bonne capacité de réception, très rapide, etc. Donc running back room vraiment fourni. Moi j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait pendant la free agency, même s'ils n'ont pas dépensé des milliers et des cents, ils ont quand même ramené des joueurs qui ont un rôle bien précis. Je pense à un Keaton Mitchell, je pense à un Charlie Collard, je pense même à un Alec Ingold pour avoir un fullback. Et Tyler Biadasz aussi, qui est peut-être l'une de leurs plus grosses signatures de cette année. Donc, on parlait tout à l'heure de la O-line qui était un peu moyenne l'année dernière. Cette année, ils ont leurs deux tackles qui reviennent de blessure. Ils ont un nouveau centre qui est titulaire partout où il a été, que ce soit chez les Commanders ou chez les Cowboys, qui a montré des belles choses. Donc, je m'attends à une bonne performance pour les Chargers l'année prochaine, au moins en attaque. Et aussi, dernière signature dont on n'a pas dit, parce qu'il était un peu sur le tard, c'est David Njoku, Oui, qui vient suppléer la magnifique saison, même j'ai envie de dire, du rookie Oronde Gadsden, qu'on aimait beaucoup d'ailleurs, Tristan et moi. ouais. Donc, Profil très, voilà, très receveur, mais mais excellent dans ce une domaine-là. valeur sûre, ouais. Ouais. Et ils perdent Zion Johnson, Oda Feowe et Benjamin Saint-Just. Qu'est-ce que tu penses des ajouts et de ce qu'ils perdent globalement, si ça va, si ils Moi, je pense s'améliorent que ou ouais, pas? le départ d'Odafeowe, c'est dommage, mais en vrai, il a explosé vraiment sur le tard et jamais il se serait aligné à ce prix-là. Donc, juste dommage qu'il ait explosé aussi tard parce que du coup, ils n'ont pas eu un énorme retour sur investissement par rapport au premier tour ou au deuxième tour qu'ils avaient dépensé sur lui à la draft. Au final, il a fait une très bonne fin de dernière saison chez les Chargers, mais c'était que la fin. Benjamin Saint-Just, je trouve que c'est pas une grosse perte, c'est remplaçable en tout cas. Et Zion Johnson, il s'est jamais élevé au statut de first round pick sur lequel ils avaient misé, quoi. Et du côté des arrivées, je l'ai dit, pour moi, c'est que des arrivées qui ont un rôle bien défini. Et même si c'est pas des arrivées clinquantes qui font, voilà, qui envoient des paillettes dans les yeux, c'est des joueurs qui vont avoir un rôle, qui vont avoir une importance
Et idem pour la draft, hein. Je trouve que Hakim Ziyech, certes, il est plus vieux pour un prospect, mais au moins, il est vraiment rodé. Il va pas y avoir besoin de temps d'adaptation pour la NFL. C'est un gars qui, tu peux le faire start week 1, sans problème. Jake Slaughter, je trouve, c'est à peu près la même chose, même si c'est sur la O-line et que c'est pas aussi poli que Mesidor. Et en plus, tu vas devoir le replacer, parce qu'il va pas jouer centre, a priori, il devrait jouer garde. Donc il va y avoir un petit temps d'adaptation. Mais Brennan Thompson, je trouve que c'est le genre de joueur gadget que Mike McDaniel peut très très bien exploiter. Et voilà, overall, je pense qu'ils ont fait une bonne free agency, une bonne draft, sans dépenser des mille et des cents, mais au moins ils auront les armes financières pour re-signer des gros joueurs l'année prochaine, puisque c'est une équipe qui, mine de rien, est quand même assez jeune. Oui, je pense que tu as tout dit. Voilà, donc on les voit être un petit peu meilleurs. Après, moi, juste ce que je disais à Tristan en off, c'est que je me dis il y a un monde où Rashawn Slater pardon, et Joe Alt ne reviennent pas à un certain niveau, et du coup, la ligne va encore être un frein à Herbert, même si on sait très bien qu'il peut être fort sans, on l'a vu tout au long de cette année, enfin, sans avoir une excellente O-line. Mais voilà, moi j'ai mis quelques petits doutes sur la ligne si jamais il y a une blessure qui intervient ou bien deux, parce qu'on sait que tout au long de la saison, c'est dur bien sûr d'avoir tout le monde qui reste frais et très healthy. Les Chargers, le calendrier, pour leur saison, je vois un 9 victoires, allez, grand maximum 10 victoires. Pas parce que je les vois moins bons que l'année passée et tout ça. Je pense que ça va demander un peu de temps quand même à McDaniel, Jim Harbaugh et tout ça de mettre en place, même si c'est des gens très très expérimentés. Je pense que il y a direct en fait dans le comment dire dans le schedule des matchs très 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 compliqués. T'as vite du Bills, du Rams, Seahawks, Broncos, Chiefs. Et le truc, c'est que je pense que le calendrier, s'il avait été plus facile, j'aurais plutôt misé sur un 12 victoires. Mais là, tu as quand même énormément de grosses équipes, de très gros pass rush, parce qu'il faut savoir que les Chargers, ils vont tomber contre les Broncos, contre les Seahawks, contre les Texans, contre les Rams, très très important aussi. Enfin, ils vont jouer contre tous les meilleurs pass rush de la ligue et je pense que ça peut les freiner et du coup leur donner 9 8 victoires et potentiellement se qualifier en wild card. Mais il faudra voir les autres, par exemple le match contre les Ravens et contre les Texans, faudra forcément gagner par contre. Ah, le match contre les Ravens, j'ai très hâte. En tout cas, moi, je les vois un tout petit peu plus haut. J'avais dit, toi, tu dis 9 ou 10. Moi, j'avais dit 10 ou 11, voire 12 si tout clique bien. Mais c'est vrai que le calendrier est particulièrement difficile. Donc 12, c'est peut-être un peu trop optimiste. Je vais rester sur 11. Et si je dois faire une hot take, je pense que un de mes candidats, euh, pas favori, comment dire, Dark Horse, un peu outsider pour le titre de MVP cette année, c'est Justin Herbert. Voilà, je le pose ici, comme ça j'aurai les preuves eurodatées, comme on dit. Et voilà, peut-être ça Après, vieillira mal, mais je prends mes risques. Après, Imo, avant de passer à la dernière équipe, pour moi, ce serait pas un dark horse parce que ce soit toi ou moi, on sait très bien que Herbert, de base, il est top 5 QB de la ligue, je pense, derrière les quatre autres. Je pense. Merci de reconnaître ce fait avéré. Nous passons à la dernière équipe qui a fini en 14-3. Bon, c'est la mienne, mais bien évidemment, mais bon, aujourd'hui, on va essayer d'être objectif. Les Denver Broncos qui ont fini en 14-3, premier de la conférence, ce qui n'était pas arrivé depuis 2015. Qu'est-ce que tu as à nous dire, Tristan? Parce que moi, je risque de m'enflammer un peu trop. Bah, je vais rapidement te laisser la parole parce que quand même, de nous deux, c'est toi qui es le plus expérimenté sur le sujet Broncos, hein. Je pense même qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont aussi à même de parler des Broncos que toi. Mais donc moi, je vais juste faire un petit récap des joueurs qui sont partis, des joueurs qui sont arrivés et des joueurs qui sont restés. Au niveau des départs principaux, on a John Franklin Myers qui était venu pour une bouchée de pain et qui avait je trouve, apporté pas mal aux Broncos sur les
2 ans, je crois, 2 saisons où il a été là. Oui, exact. PJ Locke, le safety, qui pareil était arrivé pour une bouchée de pain et qui avait, je trouve, apporté beaucoup plus que ce qu'il avait coûté en termes de contrat, quoi. Et il y a quoi? Il y a le fullback aussi qui est parti, Michael Burton. Mais Oui. hormis ces 2-3 joueurs-là, il y a pas de gros départ. Au niveau des arrivées, il y a évidemment Jalen Waddle qui est arrivé, via trade, contre votre first round pick de cette année. Hem Et au niveau des re-signatures, il y a Jaquan McMillan, votre nickelback, vraiment très, très sous-coté. Il y a J.K. Dobbins, qui va, voilà, continuer, même si cette année, il s'est encore blessé, mais qui va continuer à partager les snaps, au poste de running back avec R.J. Harvey, qui sont 2 profils différents. Moi, j'aime les 2. Ensuite, vous avez re-signé Justin Strinad, le linebacker, Alex Singleton aussi au poste de linebacker et Adam Trautman au poste de tight end. Pas des gros noms, mais pareil, des joueurs des role players et des titulaires, pas à 100% des snaps, mais des joueurs qui remplissent bien le roster et qui sont, quand même, des profils fiables. Donc, une free agency, je trouve correcte avec les moyens financiers dont vous disposiez et une draft, bon, si on compte Jalen Waddle comme votre first round pick, ça fait Jalen Waddle. Ensuite, il y a Tyler Onyedim. Je crois que vous aviez pas de second tour. Je sais plus. On avait un second tour, mais on a Vous trade avez down. trade down, ouais, c'est ça. Tyler Onyedim, du coup, le defensive end. Jonah Coleman, que j'aime beaucoup, le running back de Washington. Et ensuite, Dallan Bentley, le tight end, et de Texas, si je dis pas de bêtises. Et vous avez eu des petits linebackers aussi en fin de draft, dont un qui me plaît beaucoup, qui est Toréan York, qui fera 100% partie de l'équipe, au moins pour les special teams. Voilà, je vous le dis ici et maintenant. Ah ben, en tout cas, c'est une très jolie nouvelle que tu m'annonces. Non, Breaking news! voilà. Non, pour un peu parler de la saison, un peu de tout ce qui s'est passé avant la FA finalement. C'est Denver est une équipe qui a encore une fois cette année a fait la même chose que l'année dernière, c'est-à-dire on prend les mêmes et on recommence. Il y avait avant ce gros trade pour Jalen Waddle, il n'y avait aucune signature et il y avait eu un truc style 20 re-signatures du coup. Donc ça veut dire qu'il y a énormément toute notre équipe et l'équipe qui va y avoir cette année, en gros, c'est quasiment la même que celle qu'il y avait lors de la saison 2025. Et ça nous a été très bénéfique et ça nous a donné raison lors de la saison de 2025, parce qu'on avait fait pareil de 24 à 25. Donc, tu changes ton offensif coordinateur, t'enlèves un mec qui faisait office de, comment dire, pas de plot, mais tu m'as compris, quand tu es offensif coordinateur dans une équipe où il y a Sean Payton, tu es un peu en retrait, quoi. Et là, on a mis Davis Webb, qui est une personne très qualifiée, qui s'entend énormément bien avec Nix, car c'était notre ancien QB coach. Et de plus, ça va être lui qui va annoncer les jeux et travailler avec Peyton. Ça va pas être que Peyton, quoi. Donc ça, c'est cool. Ensuite, une des meilleures défenses de la ligue avec un mec élite quasiment à chaque poste. Nick Bonito, Zach Allen, vous choisissez celui que vous avez envie. Patrick Surtain et Talanoa Hufanga. Là, c'est que des mecs all-pro quasiment que je vous ai dit. Euh, donc voilà, franchement, moi, par contre, j'avais vu énormément de points faibles. Mais le truc, c'est que comme c'est une équipe hyper bien coachée avec une défense vraiment stratosphérique, euh, ben, tu gagnes des matchs. Le calendrier était pas incroyable non plus. Donc, ça te permet d'être en 14-3 et de pouvoir viser la première place. Ouais, Donc, first seed, first seed de la first seed de conférence. l'AFC. Mérité. Voilà. Et pour finir, quelques mots sur Nix. Nix, pour le moment, ne fait pas du tout partie, bien évidemment, d'un top 10 QB, etc. Mais je trouve que c'est un QB, on lui demande de faire des choses simples. Il les fait et il les fait bien. Et on a vu que cette année, il a rajouté un petit truc en plus, même s'il avait un peu, c'est le clutch player. Euh,
13 fois cette année, les Broncos ont été menés et ces 13 fois, il a su amener Denver à la victoire, faire le bon play qu'il faut. Donc ça, c'est une qualité qu'il faut avoir aussi chez un QB. C'est pour ça que Patrick Mahomes, c'est l'un des meilleurs QB de tous les temps. Et donc voilà, c'est pour l'instant, je pense que ça va être sur sa troisième année. Tu me diras ce que tu en penses, Tristan, mais sur sa troisième année où vraiment on attend, on va se dire, ah ok, là, soit ben, tu fais partie du top 10 QB de la ligue, ou soit ben, t'es peut-être pas un franchise QB, tu vois. Ouais, c'est Je vrai. trouve. Bah, je pense que c'est bien que pour Knicks, et ça devrait être idéalement, ça devrait être le cas pour tous les rookies quarterbacks, hein, quand tu arrives dans une équipe, de ne pas être jeté dans la gueule du loup. Knicks, il a été mis dans des bonnes conditions avec un head coach qui a prouvé qu'il était compétent, hein. Sean Payton, il n'a plus rien à prouver. Il a une bonne O-line. Il n'a pas les meilleures armes du marché, mais il a quand même de quoi s'appuyer un petit peu, que ce soit les running backs ou les receveurs ou les tight ends. Il a des armes à qui distribuer le ballon. Et il a surtout une des meilleures défenses de la ligue, si ce n'est la meilleure sur les 2 dernières saisons, qui lui permet de ne pas avoir à aller marquer 35 points à chaque match pour aller gagner. Et ça, pour un rookie quarterback, c'est un des meilleurs cadeaux que tu puisses lui faire parce qu'en fait, tu lui dis, tu as le droit à l'erreur, ça ne va pas mettre toute l'équipe dans la merde. Enfin, si, ça met toute l'équipe dans la merde, mais la victoire ne repose pas sur toi. Tu n'es pas obligé de faire le match parfait pour qu'on gagne. Tu peux, voilà, on a ton dos, quoi. Et donc, je trouve qu'il a été mis dans les bonnes conditions. Et du coup, logiquement, son développement se passe plutôt bien jusqu'ici. Oui, tu l'as dit, c'est pas le meilleur QB de la NFL, même top 10, il n'est pas. Mais c'est un QB en qui tu peux avoir confiance pour aller gagner des matchs. Et on a vu que le jour où il s'est blessé, ben voilà, les Broncos se sont inclinés contre les Patriots, alors que, bon, on va pas refaire l'histoire, hein, mais je pense que ça aurait pas du tout été le même match en AFC Championship contre des Broncos avec Bo Nix, parce que déjà là, il n'y avait pas Bo Nix et c'était serré pendant 3 quarts temps. Donc voilà, l'histoire aurait pas été la même s'il avait eu ces 2 chevilles à la fin du match contre les Bills. Mais bon. Oui, c'est vrai. Mais là, on a un peu fait tout parce que, comme on a dit, les Broncos n'ont pas à part Jalen Waddle, certes, si tu veux, on peut faire ça parce qu'après, sur la draft, il y a pas des, comment dire, des joueurs bling bling ou des mecs, tu vas dire, ah ouais, lui, ça va être un starter, attention, ou un Jermod McCoy. Je pense que c'est des joueurs qui peuvent trouver leur place dans une rotation et être utiles en special team à minima. Mais sinon, pour Jalen Waddle, du coup, ouais, il y a ce gros trade. Comme tu as dit, les armes, c'est pas des armes XXL que Nix il a, mais quand même, Jalen Waddle, de rajouter lui, je pense, moi personnellement, et je dis pas ça parce que je suis fan de cette équipe-là, mais je pense que vraiment, Waddle va déclencher un truc et va apporter une présence dans cette attaque-là qui ne sera pas à négliger. Parce que Sutton, lui, il est très bon, mais son petit problème, c'est qu'il est trop irrégulier. Il y a des matchs, il va te faire un catch. Il y a des matchs où il va t'en faire 10 et où il va être trop fort. Du coup, voilà. Et si tu rajoutes Jalen Waddle à cette équipe-là et que tu sais pas où donner de la tête quand tu es en défense, je pense que, surtout avec une attaque comme ça, comme Sean Payton, qui est capable de faire du conservateur et bam, t'envoyer un gros big play, je pense que c'est un des meilleurs ajouts des free agency de toutes les équipes pour moi. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, moi, j'attends de voir, mais je pense que ça peut marcher. Surtout que ça complète bien c'est un profil qui vous manquait quoi au poste de receveur, un peu un profil Z qui a capable de courir des très bons tracés, même sur des tracés courts, de créer de la séparation même sur des tracés courts. Donc, je pense que ça va donner des solutions rapides à Bonix quand il y en a besoin et qu'il ait peut-être un petit peu moins besoin de se reposer sur ses jambes, parce que mine de rien, Bonix, il a grappillé pas mal de yards à la course sur ses 2 premières saisons en NFL. Donc, si ça peut le délester un peu de ce genre de play, c'est quelque chose de grande valeur. Donc, moi, je suis confiant hein, sur la saison des Broncos, parce que ça reste une équipe où il y a beaucoup de certitudes qui ont été reconduites. Donc, il n'y a pas de raison que ça se casse la gueule entièrement. Et ils feront peut-être pas 14-3 parce que le calendrier, comme tu l'as dit, il est plus dur cette année. Mais moi, je vois bien 11 ou 12 victoires et une qualification en playoff. Donc là, avec ce qu'on a dit,
On a entre 2 voire 3 équipes d'AFC West qui se qualifieraient en playoff l'année prochaine, avec probablement les Broncos et ensuite soit les Chargers, soit les Chiefs et peut-être même les 2. Je suis pas sûr à 100 que pour moi du coup, que le Denver, conservera son titre de la division parce qu'on sait très bien que quand tu as Ouais. les Chargers, les Chiefs et les Broncos, là, sur ces deux dernières années, que c'est des équipes qui vont en playoff, tout le temps, hormis les Chiefs, cette année. Mais sinon, l'année d'avant, les 3 étaient en playoff. Puis cette année, il y en a 2 et les Chiefs, on sait que, beh, sur une autre année, ils peuvent revenir, ils sont trop forts. Donc voilà, je pense que les Chiefs peuvent prendre la division. Moi, je pense que ça va se jouer entre les Chiefs et les Broncos. J'ai du mal à voir les Chargers au vu du calendrier. Si, Et si, ouais, du si. coup. Branche-toi Ah, Chargers, ok. tu vois? Non, 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 En tout mais cas, en ça va mode, être, c'est clairement une course à ça va être 3 à 3, voilà. ouais. Voilà. Mais du coup, moi, je dirais comme toi, 11 victoires. Je pense que cette année, ça va être soit la saison où on se dit que ben, Knicks, en gros, on va le re-signer. Ou soit ça va pas marcher, il va falloir repenser à des choses et tout, parce que ça va être toute une structure qui va s'effondrer. Je ne pense pas. Je pense que ça va plutôt bien rouler pour cette équipe. Et en tout cas, je nous souhaite d'aller au Super Bowl ou plus ou moins très loin, quoi. Voilà. En tout cas, on te le souhaite et Voilà. puis là, c'était quand même la première fois que vous alliez en playoff depuis 2015, Depuis 2000 l'année l'année dernière? dernière, depuis Non, si? l'année dernière, vous êtes allés en playoff? Ah bah oui, Ouais, la saison rookie de Bonix, vous êtes allés. on a perdu contre les Bills et Un là, on petit s'est tour et puis s'en va vengé. et là, vous avez voilà, c'est ça. Et là, on s'est vengé. Donc 2 fois en playoff avec Bonix, pour moi, c'est quand même c'est pas tout grâce à lui, mais c'est quand même assez prometteur et assez rassurant pour la suite. En sachant que, Écoute, il a fallu juste 13 QB avant, de retrouver un QB de eh, Denver aller en playoff. les Jets sont leur liste elle est plus longue que la tienne. C'est vrai. Donc bah, écoute, on voulait faire 30-40 minutes, on a fait 1h07, mais au moins, voilà, c'est le premier, c'est la reprise, on avait envie de vous parler, on a envie de se c'est ça. Si je peux me permettre, avec les Raiders et les Chiefs, quand même, il y a énormément à dire parce que déjà, ils ont changé énormément de choses et les Chiefs, ça reste les Chiefs, quoi. Donc, Ouais. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Il y en aura 7 autres, du coup, pour chaque, division moins long. et oui, moins long, on va essayer de faire moins long, promis. Au pire, vous mettez l'épisode en 1,5, sur les plateformes, vous pouvez changer la vitesse. Mais, ouais, il y aura d'autres épisodes et peut-être même des épisodes, autres que des previews. Si on a envie de creuser un sujet un peu plus longuement, on verra avec Maxime. Dites-nous dans les commentaires si jamais, d'ailleurs, il y a du sujet dont vous voulez qu'on parle. Ça peut être, très, NFL relié ou moins NFL relié. Si, par exemple, vous voulez qu'on parle, je sais pas moi, de fantasy, si vous voulez qu'on parle de Super Bowl passé, si vous voulez qu'on parle d'un joueur ou d'un coach ou d'une stratégie, voilà, n'hésitez pas. Et puis, on vous dit à très bientôt pour la NFC West, peut-être, après? Oui, exactement. Ça marche. Rendez-vous tout le monde pour la NFC West et merci Tristan. Et merci Max, et Merci. merci à tout le monde d'avoir écouté. On vous embrasse. À bientôt. Allez, ciao, ciao.